contre, un électrolyte faible est un électrolyte qui est faiblement dissocié. Donc, sa réaction de dissociation est représentée par une réaction équilibrée, donc par une réaction à deux flèches, qui signifie qu'à n'importe quel moment, nous allons nous trouver en présence de l'électrolyte faible non dissocié sous sa forme moléculaire et des ions résultant de la dissociation. Prenons l'exemple de la dissociation de l'acide acétique. Sa dissociation, comme vous le voyez, est représentée par deux flèches, une flèche de gauche à droite dans le sens direct et une flèche de droite à gauche dans le sens inverse. Ce qui signifie qu'à n'importe quel moment, nous avons toujours de l'acide acétique moléculaire avec la formation de l'ion acétate et de l'ion H3O+. Et comme toute réaction en équilibre, nous avons une constante d'équilibre pour cette réaction. La constante d'équilibre est appelée ici constante d'acidité Ka, et bien évidemment, puisque H2O est le solvant, donc sa concentration est très élevée, donc invariable au cours de l'analyse pratiquement, nous allons représenter la constante d'équilibre par la constante d'acidité qui est égale à la concentration des ions acétate multipliée par la concentration des ions H3O+, divisée par la concentration de CH3COH restant. Donc, puisque la réaction de dissociation d'un électrolyte faible est une réaction en équilibre, donc c'est une réaction équilibrée, elle est forcément caractérisée par une constante d'équilibre, donc elle est forcément caractérisée par un degré d'avancement alpha ou ici, on l'appelle le coefficient de dissociation alpha de cet électrolyte faible, et ce coefficient de dissociation alpha, comme le degré d'avancement, il est compris entre 0 et 1. Donc, plus la valeur de alpha est élevée, donc on est toujours inférieur à 1, parce que plus la valeur de alpha est élevée, plus la dissociation est poussée. La valeur maximale de alpha est égale à 1 pour représenter une dissociation totale, donc pour représenter un électrolyte fort. Donc, en développant l'expression de la constante d'acidité Ka, on voit que la valeur de Ka est égale à C alpha carré sur 1 moins alpha. Ce qui est intéressant dans cette représentation est que la valeur de Ka est une constante à température donnée. Donc, si on essaye de diminuer fortement la concentration par dilution, ça signifie forcément que la valeur de alpha va augmenter considérablement pour garder la valeur de Ka constante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la dilution de la solution va entraîner une augmentation du degré de dissociation alpha. Donc, ça signifie que la dilution va favoriser la dissociation de l'électrolyte faible. Et à dilution infinie, c'est-à-dire quand la valeur de C devient très négligeable, la valeur de alpha va augmenter considérablement. Donc, elle va atteindre la limite de 1, qui est la limite maximale. C'est-à-dire, dans ce cas, nous sommes en train de transformer l'électrolyte faible en un électrolyte fort. Donc, ceci est très intéressant, notamment dans le chapitre acide-base. Vous allez voir comment la dilution peut entraîner la transformation d'un électrolyte faible en un électrolyte fort. Donc, je vais répéter. Regardez bien, la valeur de Ka est une valeur constante. Ka est une constante qu'on trouve dans toutes les tables. Donc, si la valeur de C diminue par dilution, donc la valeur de alpha, elle va augmenter pour garder Ka constante. Et si la valeur de alpha augmente, comme nous l'avons vu dans la diapo précédente, c'est-à-dire l'électrolyte, on pousse petit à petit sa dissociation. Et quand la valeur de alpha augmente, c'est-à-dire on est en train d'augmenter l'ionisation et la dissociation. Et c'est grâce à cette dilution, et cette dilution infinie qu'on appelle la dilution d'Ostwald, ça signifie que quand la concentration devient très très faible, la valeur de alpha devient voisine de 1 et l'électrolyte faible tend vers un électrolyte fort. Nous allons continuer dans l'explication de quelques notions qui vont nous être utiles dans le chapitre suivant. La première notion est la notion d'électroneutralité des solutions. Une solution électriquement neutre, c'est quand le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Maintenant, le problème revient à écrire une équation qui représente l'électroneutralité d'une solution.
Et pour arriver à écrire cette équation, nous allons prendre un exemple. L'exemple du Na2SO4. Dans le Na2SO4, les charges positives sont Na+ provenant du sel lui-même et le H3O+ provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Et les charges négatives sont SO4- provenant du sel lui-même et OH- provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Donc pour essayer d'écrire l'équation d'électroneutralité des solutions, nous allons faire attention à une notion fondamentale. La notion fondamentale à laquelle il faut faire très attention, c'est que chaque ion monochargé va donner une quantité de charge qui est équivalente à son nombre, c'est-à-dire une mole de Na+ fournit une mole de charge positive, une mole de H3O+ fournit une mole de charge positive, une mole de OH- fournit une mole de charge négative, tandis qu'une mole de SO4- fournit 2 moles de charge négative. Ceci signifie que lorsque nous voulons écrire l'équation d'électroneutralité, on est obligé de faire attention aux ions qui ne sont pas monochargés. Et on l'écrit de la sorte Na+ plus H3O+ égale 2 fois SO4- plus OH-. Et si nous avons un ion qui est triplement chargé, comme Al3+, par exemple, il faut mettre 3 Al3+, plus H3O+, égale. Donc, il faut faire attention à la charge. Chaque ion monochargé est équivalent à une quantité de charge égale à son nombre. Mais quand il s'agit d'un ion qui n'est pas monochargé, il faut multiplier par le nombre de charges pour arriver à une équation correcte de l'électroneutralité. La deuxième notion, c'est la notion de la conservation de la matière. La notion de la conservation de la matière, qui est une chose que vous connaissez déjà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça signifie que le nombre de moles initial, il est toujours égal au nombre de moles restants plus le nombre de moles qui a réagi. C'est-à-dire, à chaque fois que nous connaissons la quantité initiale et la quantité restante, nous pouvons déduire la quantité qui a réagi. Et là aussi, cette relation, elle va nous être très utile dans le chapitre suivant pour savoir quelles sont les quantités qui ont réagi lors d'un dosage acido-basique. Nous allons continuer dans l'introduction de nouvelles notions qui vont vous être utiles dans les chapitres suivants. La notion des couples accepteurs-donneurs et les réactions d'échange qui ont lieu dans ces couples-là. Donc nous avons 3 cas de figure principalement. Le cas de figure où la particule échangée est un proton. Il s'agit alors des réactions acido-basiques. Nous avons le cas où la particule échangée est un ou plusieurs électrons. Il s'agit bien des réactions d'oxydoréduction. Et dans le troisième cas, nous parlerons des réactions de complexation où la particule échangée est un peu différente du proton et de l'électron, c'est-à-dire qu'elle peut exister à l'état libre. C'est le ligand qui peut être un ion ou bien une molécule. Et dans tous les cas, on va définir un couple accepteur-donneur tel que l'accepteur accepte la particule échangée et nous avons le donneur qui est capable de donner cette particule échangée. Commençons déjà dans le cas où la particule échangée est un proton. Il s'agit bien des réactions acido-basiques. L'accepteur de proton est appelé une base et le donneur de proton est appelé un acide. Un accepteur ne peut pas réagir avec un accepteur, tel qu'on l'a dit plus tôt. Un donneur ne peut pas réagir avec un donneur, on l'a expliqué avant. Donc la réaction a lieu entre un accepteur et un donneur. Donc imaginons le cas où nous avons 2 couples, le couple 1 et le couple 2. Le couple 1, il contient l'accepteur et le donneur, et le couple 2 contient l'accepteur et le donneur. L'échange de protons, il se fait entre les 2 couples, c'est-à-dire le donneur d'un couple donne le proton
l'accepteur du deuxième couple va accepter ce proton. Et le donneur va se transformer en accepteur et l'accepteur va se transformer en donneur. En ce qui concerne le tableau que vous avez devant vous, l'accepteur c'est l'ammoniac, c'est NH3. L'ammoniac accepte un proton pour se transformer en ion ammonium ou NH4+. Pour le deuxième couple, l'accepteur ou bien la base c'est l'ion acétate, CH3CO-. L'ion acétate accepte le proton H+, pour se transformer en un donneur qui est l'acide acétique CH3COH. La réaction d'échange qui se fait entre ces deux couples est CH3COH plus NH3. Là, le donneur de CH3COH va donner son proton à l'accepteur 1 qui est NH3 pour se transformer en CH3COO- qui est l'accepteur 2 plus NH4+ qui est le donneur 1. Donc, la réaction, elle a lieu dans ce sens et elle est fortement déplacée dans ce sens-là, donc de gauche à droite, pour des raisons que vous n'allez pas comprendre dans cette diapo. On va l'expliquer un peu plus tard. L'essentiel, c'est que vous sachiez que la réaction entre deux accepteurs n'est pas possible et la réaction entre deux donneurs n'est pas possible. C'est toujours l'accepteur d'un couple qui réagit avec le donneur d'un autre couple pour donner le donneur du premier couple et l'accepteur du deuxième couple.